Eh bien, on se retrouve, comme vous l'avez à l'écran, la race des orphelins pour la partie 2. Je vais entamer d'autres pages et je marquerai une pause pour vous laisser la curiosité vers cet inconnu. Soit vous procurez la fin ou soit vous l'imaginez. Deux possibilités, c'est un format comme là on est un peu sur un roman, même si ça partage de la réalité. Je tiens à vous faire travailler l'imaginaire ou à vous le faire procurer. On est parti, n'hésitez pas à like, commentaire et partage de petits gestes mais un fort soutien. 78 et on continue. Orpheline du mal, enfant d'Hitler, enfant d'Himmler, fille de Bosch, enfant de la honte, fille du Troisième Reich, graine de SS, enfant de l'ennemi, enfant illégitime, fille de collabo. C'est comme ça qu'on m'appelle. Comme nous n'avions pas de nom, on nous a nommés de toutes ces façons. Et bien pire encore. Le nombre d'étiquettes qu'on nous aura collées, nous sommes des orphelins maudits. Il est 1 heure du matin. L'écriture de ce journal m'empêche de dormir. Il arrive que les mots dévalent de ma langue quand mon scribe n'est pas là. Quand il dort, quand sa main se pose et se repose. Il m'a laissé un appareil enregistreur tout simple, des oreilles électroniques. Il y a des choses que je n'arrive pas à dire en sa présence. Une gêne, une honte, une culpabilité d'être vivante, pas déportée, ni torturée, ni gazée. J'ai souffert. Je souffre encore plus aujourd'hui du fait que ces crimes aient été commis en mon nom. C'est terrible pour moi, ce miroir entre ces deux mots. Mon nom. Mon nom est tout sauf mon. À la libération, de nombreuses victimes qui avaient un nom ont été décorées. Cette médaille leur donnait une seconde vie, morte, vivante. Je suis le revers de leur médaille, vivante, morte. Le journal d'Anne Frank débute un dimanche, le 14 juin 1942, 2 jours plus tôt, le vendredi 12 juin 1942, c'est son anniversaire. Elle reçoit en cadeau un carnet. Elle écrit le jour même, je cite, « J'espère pouvoir te confier comme je n'ai encore pu le faire à personne. J'espère que tu seras aussi pour moi un grand soutien. » Fin de citation. Ce sont, mot pour mot, ceux que j'aurais aimé adresser à mon scribe quand je l'ai rencontré la première fois. Je le lui dis. Il ne répond rien. J'apprécie son oreille attentive et muette. Le dimanche 14 juin 1942, Anne Frank avait 13 ans et 2 jours. Moi, je n'étais pas né. Je devais voir la nuit 1 an plus tard. Je sais qu'on dit le jour, voir le jour. Mais mon enfance est une nuit. Mon adolescence est une nuit. Ma vie est une nuit. Ce journal, pour voir le jour. Le journal d'Anne Frank ne s'intitule pas le journal d'Anne Frank. Le titre choisi par Anne Frank était Et Achteruis, l'annexe de la maison. Ce titre original est beaucoup plus fort. Anne Frank écrivait depuis sa cachette. Vivre caché, c'est l'histoire de ma vie. Quand on se cache en temps de guerre, un jour ça prend fin. On vous trouve, on vous arrête, on vous tue. Avec un peu de chance, la guerre prend fin. Quand on se cache en temps de paix, ça ne prend jamais fin un jour. C'est la nuit en continu. La nuit continue. Ce journal pour savoir où, comment et par qui j'ai vu le jour. J'ai demandé à mon scribe de me le lire. Ce journal d'Anne Frank. Quand j'entends la voix d'Anne, j'entends une âme intacte, malgré la cachette, parce qu'elle ne sait pas encore. C'est le propre de tous les enfants abusés. Quand ils le sont, ils ne savent pas qu'ils le sont. Ils le découvrent bien plus tard. Anne Frank n'a pas d'amis. On ne peut pas se faire d'amis quand on vit caché. Je vis caché depuis 76 ans. Ce journal, je l'écris pour sortir de ma cachette. Je l'écris pour avoir des amis. Je crois n'en avoir jamais eu. À part d'autres enfants, les Bensborn, des espèces de clones, comme se regarder dans un miroir. Je me suis toujours trouvé laide dans un miroir. Mon scribe me révèle qu'au moment où je l'ai contacté, il s'apprêtait à écrire un livre sur Gustave Flaubert. Il a partagé avec moi une jolie phrase de cet écrivain. Je cite « On écrit pour des amis inconnus. » Fin de citation. Peut-être qu'au bout de mon journal, il y aura une amie inconnue. Le 4 août 1944, à 10h15, le Schutzstaffel, Obertschäferer, Karl Silberbauer du Sicherheitsdienst a fait ouvrir la bibliothèque pivotante qui servait de porte d'accès à la cachette d'Anne Frank. La famille Frank se sentait protégée par les livres. Mon scribe m'apprend qu'on appelle les Juifs, je cite, le peuple du livre. Du coup, je comprends mieux l'autodafé organisé par Hitler devant l'opéra de Berlin le 10 mai 1933. Un avant-goût d'Auschwitz. Cette nuit-là, les auteurs juifs sont partis en fumée. Tout le monde n'y a vu que du feu.
Je ne voulais rien écrire aujourd'hui. Mais mon scribe m'a dit qu'il le fallait. Il m'a dit qu'il fallait écrire des kilomètres pour me rapprocher de ma naissance. Seule façon de m'en éloigner. Il m'a dit, l'écriture est un muscle. Il m'a dit, il faut s'en servir tous les jours. Il m'a dit, sinon on s'arrêtait d'écrire. Il a dit, l'écriture c'est la vie. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça dans une de ses valises. J'ai demandé à mon scribe de me lire d'autres livres. Pas juste des extraits. Non. Des livres entiers. Il a accepté. Il lit le matin. On parle l'après-midi. C'est le bon ordre. Sa lecture est un détonateur à souvenirs. On commence tôt le matin. Sa lecture éveille délicatement ma mémoire. Elle dépose des mots sur des images sans légende. Des images jaunies, floues, rangées il y a presque un siècle dans mes tiroirs les plus inaccessibles. Des pellicules argentiques que sa lecture développe. Sa lecture dépose aussi des mots sur des légendes sans images. Il a beau me plonger dans un bain à 20 degrés, il a beau mettre la bonne quantité de révélateur, l'image latente du film de mon enfance n'apparaît toujours pas. On a dû trop le laver, le cerveau de mon père. Avec nous, c'est plus vicieux. Les laveurs nous ont à jamais salis. Les laveurs se sont pris pour des scientifiques, Himmler en tête. À partir des prémices totalement délirantes, il va mettre en œuvre des travaux scientifiques rigoureux. Je suis une de ces expériences. Comme son obsession du nez grec. Himmler a cherché à démontrer l'influence du nez grec sur les aptitudes au combat. Je ne plaisante pas. Et, comme il avait tous les pouvoirs, il a même constitué une unité de SS dotée de nez droit. C'est dans ce bain que le cerveau de mon père a été lavé. C'est de cette folie que je suis issu. La propreté de son cerveau bâillonne ma mémoire. Une mémoire impossible. La mémoire d'une enfant de moins de 2 ans, dont on a fait la mascotte d'une entreprise criminelle. L'arbitraire, la sélection, l'adultère, la collaboration, le sexe avec l'ennemi, le sexe de l'ennemi, l'eugénisme, l'atteinte à la religion, l'absence de filiation, la procréation assistée, ordonnée, subie. Enrôlé à vie dans la SS, je représente tout ce dont j'ai été victime. Les livres de mon scribe fouillent ma mémoire. Elle est pleine d'absents qui prennent trop de place, pleine de morts surtout, à commencer par moi. J'ai été condamné à mort à la naissance, pour le restant de mes jours. On m'a laissé en vie, malade. Le nazisme est une maladie incurable. Je l'ai contractée bien trop tôt. Elle supprime la mémoire, ce combat des rescapés. Les uns, pour ne pas oublier, les autres, dont je fais partie pour oublier ces vies nées mortes. Parce que le Lebensborn, ça n'est pas que moi. Ça n'est pas que le produit d'une jument racée et d'un étalon. L'activité du Lebensborn Programme s'est diversifiée. Himmler a décidé d'aller chercher des produits déjà faits, utilisables plutôt. Moins de surprise quant à la qualité de la marchandise. Il est allé se servir dans les pays de l'Est. Comme son obsession était de créer une race d'orphelins, il a kidnappé des centaines de milliers d'enfants. Quand il n'exécutait pas les parents, il leur expliquait qu'ils ne reverraient jamais leur enfant. Il les volait en gros, jamais au détail, faute de temps, ce qui le contraignait à opérer une deuxième sélection. Les malheureux élus étaient envoyés en Allemagne pour se faire germaniser. Les autres avaient été arrachés à leurs parents pour rien. Mais on ne les leur rendait pas. On en faisait des esclaves ou du cobaye médical, ou on les envoyait à Auschwitz. Pour mettre en œuvre la deuxième sélection, les enfants étaient parqués dans des camps provisoires. Leur premier contact avec l'Allemagne, 62 points physiques pour identifier 11 types raciaux. 3 groupes. Erwenster, désirable. Tragbarer, acceptable. Unerwenster, indésirable. Le problème, avec tout ce qui entoure le Lebensborn Programme, c'est la difficulté d'une comptabilité fiable. Les enfants capturés varient, selon les sources, de 200 000 à 2 millions. Dans le cadre du plan E-Action, qui prévoyait de faire travailler les indésirables, des dizaines de milliers d'enfants furent déportés dans des industries d'armement. D'autres indésirables servaient à expérimenter les effets de produits toxiques à Siezin ou au Mediznitz. Kinderheilanstalt à Lubliniec. D'autres étaient stérilisés, la plupart assassinés à Auschwitz ou dans les camps pour enfants de Dzierzaznia et Lodz. Une seule certitude, avec le Lebensborn Programme, quelle que soit l'issue de la sélection,
on devenait indésirable. Mon scribe sort Hannah Arendt de sa valise. Je ne connais pas. Je lui demande s'il s'agit d'une autre jeune juive qui a écrit un journal. Il me répond qu'il s'agit d'une philosophe juive allemande. Je lui demande pourquoi il me parle d'elle. Parce que c'est un esprit libre. Je ne sais pas ce qu'est un esprit libre. Je me suis toujours senti enchaîné, soumise à ma naissance. Il me lit des passages d'un de ses livres. Je ne comprends rien. Je lui en veux de me rappeler que je ne suis pas allé à l'école. Alors, mon scribe me projette un film dont le titre est tout simplement Hannah Arendt. Je m'ennuie, sauf pendant les images d'archives du procès Eichmann à Jérusalem. Je n'arrive pas à dire ce que je ressens, tant ce type ne ressemble en rien à l'image que je me suis faite toute ma vie d'un SS. Mais je suis injuste avec le film. La fin est bien. Elle m'a saisi. Plus que ça, elle m'a éclairé. Mon scribe sourit. Je cite. « Les philosophes sont là pour nous éclairer. En quoi vous a-t-elle éclairé ?» Fin de citation. Les hommes sont toujours impatients. Je lui dirai demain. J'avais besoin de revoir la fin du film toute seule avant de lui répondre. On voit Hannah Arendt prendre la parole dans un grand amphithéâtre. C'est une scène étrange, on dirait moi. Elle est sur la défensive, plaider sa cause quand on est innocente. La grande différence entre Hannah Arendt et moi, c'est qu'elle a les mots, pas moi. Les mots, c'est son métier. Moi, c'est mon manque. Elle parle d'Eichmann devant ses étudiants, de son procès qu'elle a couvert pour un grand magazine américain. Ses articles ont fait scandale. C'est de ça qu'elle se défend. Elle dit, en décrivant Eichmann, je cite, « Il prétendait n'avoir jamais rien entrepris de sa propre initiative, qu'il n'avait jamais eu l'intention en aucune manière de faire le bien ou le mal, qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Cette excuse typique des nazis montre clairement que le plus grand mal du monde est le mal accompli par des personnes insignifiantes. Le mal est accompli par des gens qui n'ont aucun motif, aucune conviction, ne sont pas méchants ou n'ont pas d'intention démoniaque, par des gens qui refusent d'être humains. Et c'est justement ce phénomène que j'ai appelé la banalité du mal. » Fin de citation. Je comprends mieux pourquoi mon scribe a insisté. La banalité du mal, c'est moi. La meilleure définition de moi-même que j'ai jamais entendue. Je suis banal et je représente le mal. La banalité de mon mal, c'est d'avoir endossé l'uniforme de mon père pendant si longtemps. La banalité de mon mal, c'est l'idée que mon SS de père soit un homme normal, un bon mari, un bon père de famille. Cette banalité-là m'est insupportable. La banalité du mal de mon père SS, c'est de m'avoir conçu. Quand je pense à lui, je vois un monstre heureux, un monstre ordinaire, un monstre de tous les jours dont les voisins diront, comme souvent après un crime, je cite, « C'était un voisin sans histoire. » Fin de citation. La Seconde Guerre mondiale, j'arrive à me l'expliquer un peu mieux en me disant que l'Allemagne était peuplée de monstres ordinaires. Le mal était devenu banal. Je suis né dans et de cette atmosphère de banalité-là. Mon scribe corrige le tir. Des héros, il y en a eu. On le sait peu car les vrais héros sont discrets. Il cite Romain Rolland, je cite, « Un héros, c'est celui qui fait ce qu'il peut. Les autres ne le font pas. » Fin de citation. Lev Kopevlev en fut un. Capitaine dans l'armée rouge, il critique le comportement des troupes soviétiques qui violent massivement les Allemandes. Il est condamné à 10 ans de goulag pour, je cite, « propagation d'humanisme bourgeois et pitié envers l'ennemi ». Fin de citation. À la banalité du mal répond parfois la singularité du bien. Alors je continue à enquêter. Je reviens, 76 ans plus tard, sur les lieux d'un crime dont je suis la victime. Toutes les traces ont été effacées. J'instruis le dossier le plus fin qui soit. Il concerne des enfants, des orphelins de surcroît. Ça n'a pas beaucoup d'épaisseur, un orphelin. Ça pèse pas lourd. Un orphelin SS ne pèse rien. Cette enquête est comme un puzzle dont on aurait fait disparaître toutes les pièces. Il en reste une pourtant. Ce brassard rouge, avec ce rond blanc pour mieux faire ressortir la croix gammée. Je porte en moi toutes les autres pièces, mais elles sont sous-cutanées. On m'a tellement secoué qu'elles se sont dispersées en moi. C'est le foutoir de ma chair, dans mon squelette et dans mon âme bien sûr. Mon sang n'est pas si pur. Ce journal pour emboîter correctement mon anatomie. Que je cesse enfin de penser de travers, de marcher de travers, de vivre de travers et, surtout, d'être vu de travers. Mon héritage n'est qu'une dette.
Une dette irremboursable dont mes enfants continuent de payer les intérêts. La haine se transmet mieux que l'amour. La haine se part du voile de la mémoire. La haine entre enfants de victimes et enfants de bourreaux est un héritage infernal. J'encourage mes enfants à répondre à la haine par l'amour. Mais on ne leur rend pas la monnaie. L'amour est pris pour une faiblesse, la haine pour une opinion. La culpabilité se transmet, elle aussi, alors qu'aucun lien de droit n'a été démontré entre mon père et moi. Il paraît que le doute profite à l'accusé. Pas avec les enfants Lebensborn. On est douteux. On est coupable d'être douteux. Aucune défense n'est possible. Pas d'aide juridictionnelle, pas d'avocat commis d'office, juste une condamnation populaire sans jury. Une condamnation hors prétoire. Jugé en permanence, mais pas digne d'être jugé. Ma plainte n'est pas recevable. On me refuse toute indemnité, toute réparation financière ou morale. Je suis irréparable. Hitler et Himmler ont des obsessions. Obsession pour la race supérieure nordique et obsession antisémite. Leur obsession antisémite est dans toutes les mémoires, si tant est qu'on puisse loger 6 millions de personnes dans une seule mémoire. La mort se donne plus vite que la vie. Alors, leur obsession de la race germanique est restée secrète. Pourtant, le Lebensborn Programme était le 2e étage de la solution finale. Leur obsession n'a pas pu être menée à terme. Moi, oui, je suis né au 1er étage. Le peuple allemand a approuvé l'obsession antisémite d'Hitler. Comment ? Ce matin, j'ai compris. En bon allemand, Hitler est passé du désordre antisémite à l'ordre antisémite. Fini les pogroms, les persécutions au grand jour, la violence spontanée. Désormais, les Juifs d'Europe sont traités méthodiquement. On leur demande de s'identifier comme tels. Puis, on les regroupe dans des ghettos. Puis, on les déporte dans des camps de concentration. Puis, on les extermine, à distance, en vase clos. Le peuple allemand n'a plus à subir ce qu'on lui demande d'approuver. L'antisémitisme devient un service public, criminel. L'antisémitisme devient rationnel. D'un problème, Hitler en fait une solution, finale. Nous devions être une solution. Nous sommes devenus un problème. Nous le sommes toujours. Et pour les orphelins qui en sont issus, ce problème est insolvable. Je suis une autre obsession allemande, la sélection, ce rouage du nazisme. L'effroyable sélection en descendant des trains. L'effroyable sélection qui a envoyé la totalité des jeunes enfants se faire gazer dès leur arrivée dans les camps. Et qui connaît cette autre sélection ? Le Lebensborn Programme. La sélection de tous ces jeunes enfants qui devaient remplacer ceux qui s'étaient fait gazer. Dépeuplement, repeuplement. Je suis né de ce vase communicant. Je suis né de cette vase communicante. Je ne pouvais que m'enfoncer dans cette boue. La sélection, c'est le maître mot de ma vie. Dans les Lebensborn, on commençait par sélectionner la mère. On la mesurait, pesait, remesurait, hauteur du front, largeur du crâne, pommette, couleur des yeux et des cheveux, bien sûr, et puis le vagin. L'auscultation du vagin, violent et intrusif, peut-être pour donner un avant-goût de ce qu'allait être l'accouplement. On faisait ça aux adolescentes de la Bunddeutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes, la branche féminine des jeunesses hitlériennes. On faisait ça aux petites polonaises aussi, aux petites ukrainiennes, aux petites tchécoslovaques. Parfois, on leur perçait l'hymen, chirurgicalement, quand elles étaient vraiment très jeunes, pour que le SS ait moins l'impression d'avoir violé une enfant. Si la fille passait cette première sélection, elle était prise en photo, nue. Le cliché était posé à côté d'autres photos, des SS, les futurs, les promis, les choisis, nus ou en maillot de bain. Pour une autre sélection, celle du père qui conviendrait le mieux. On énonçait clairement au couple que c'était juste pour coucher. Une nuit, même pas. Une passe organisée par l'État, et encore comme nombre d'entre elles témoigneront plus tard, je cite, « On faisait pas l'amour, on faisait des Allemands. » Fin de citation. La sélection. Obligatoire pour qui voulait se marier. Décidément. Même procédure pour la femme que pour les jeunes filles. Pour l'homme, procédure accélérée. La sélection a été faite en amont, au moment de rentrer dans la SS. Donc, au stade Lebensborn, on ausculte principalement celle qui prétend être la fiancée SS parfaite, avant de lui délivrer la Heiratserlaubnis, le permis du mariage. Elle doit également prouver que ses parents ne souffrent d'aucune maladie physique ou mentale, et présenter son arbre généalogique où ne doit pas apparaître la moindre trace de sang slave ou juif depuis 1750. Pas qu'il soit interdit de faire couler du sang slave ou juif. Non, c'est même un devoir qui justifie l'existence des Lebensborn, dépeuplement
repeuplement. Mais ce sang ne doit pas couler dans ses veines. Pas de sélection pour maman. Tiens, c'est la première fois que j'écris maman. Ça me fait une drôle d'impression, comme si j'écrivais loto. Un fantasme impossible à toucher, un numéro jamais gagnant, pas faute d'avoir joué. Je l'ai tellement cherché, pour elle, pas de sélection. Himmler considérait les Norvégiennes comme le nec plus ultra, niveau race. Selon lui, elles répondaient à tous les critères parce qu'elles n'avaient jamais été mélangées. Il faut reconnaître que les Allemands étaient pour la plupart plus petits et plus bruns. Un peu comme Hitler. Plus petits et plus bruns que les Norvégiennes. Plus petits et plus bruns que les Slaves aussi, cette race inférieure. Pas de sélection pour maman. En Norvège, Himmler veut le maximum d'union biologique pour produire des orphelins au sang pur. Comment mes parents se sont-ils unis? Comment se sont-ils désunis? Se sont-ils seulement embrassés? J'aimerais tellement le savoir. J'ai recherché mes parents pour savoir s'il y a eu une once d'amour entre eux quand ils m'ont conçu. Ces parents qui m'ont abandonné 2 fois. La première, au Lebensborn, et la seconde fois en ne cherchant pas à me retrouver. Se sont-ils aimés? M'ont-ils désiré? Difficile, cette impression de n'avoir pas été désiré, sinon par Himmler. Désiré par un monstre, j'ai accepté qu'on me regarde comme un monstre, qu'on me traite comme un monstre. J'ai désiré mes enfants avec une force incroyable. Mes enfants sont toute ma vie. Mais à 76 ans, je sais que j'ai fait l'erreur de tout vivre à travers eux. Une autre façon de m'ignorer. On m'ignore, donc je m'ignore. Si l'eugénisme était une science exacte, la sélection aurait dû s'arrêter là, à nos parents. Mais dans les Lebensborn, la sélection s'appliquait aussi à chaque nouveau-né. Rien à voir avec les autres maternités. Pas uniquement la taille et le poids, non. Crâne, bras, torse, jambes, oreilles, sexe, pieds, tout ce qui pouvait être mesuré l'était. La sélection à la naissance était la plus radicale. Si le produit n'était pas conforme, il valait mieux s'en débarrasser tout de suite plutôt que de laisser la mère s'y attacher. Dans ce cas, on désinfectait, euthanasiait le nourrisson. On inscrivait mort-né. Il lui était plus correct d'inscrire né mort. Tous ces bébés sont nés avant d'avoir été tués. Ces crimes n'ont pas suffi à faire condamner les dirigeants du Lebensborn Programme. De toute façon, je n'ai pas accès au théâtre judiciaire. Ma seule tribune, c'est ce journal. Mon seul recours, c'est d'être cette voix imprimée, silencieuse, qui murmure en langue des signes cette page d'histoire qui ne veut pas s'écrire. En langue des signes, car je m'adresse à des sourds. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Cette face cachée du nazisme est une langue étrangère que personne n'a envie d'apprendre. Je ne suis pas la seule enfant de SS. Aujourd'hui encore, des enfants et des petits-enfants de SS se retrouvent pour parler de cette difficulté à assumer le choix d'un père ou d'un grand-père. On leur apprend comment les aborder, comment initier une conversation, susciter des confidences enfouies depuis trop longtemps. Nous, c'est différent. Nous, quand nous nous réunissons, ça ressemble plus aux alcooliques anonymes. Sauf que les anonymes, c'est nos parents. Les alcooliques, c'est nous. Nous devons nous désintoxiquer d'eux. On est comme les autres enfants de SS, responsables du Troisième Reich, des camps de concentration, de la Shoah par balle. La différence avec les autres enfants de SS, c'est que nous sommes exclusivement les enfants du régime national-socialiste. Sans parents identifiés ou identifiables, nous sommes l'Allemagne nazie, le Lebensborn Programme, les plus de 200 000 enfants raflés, rien qu'en Pologne, les expériences médicales, la stérilisation et l'euthanasie, c'est nous. Le niveau d'atrocité auquel on nous associe est tel qu'on finit par admettre d'être né coupable. Le problème pour nous, c'est que naître coupable et naître coupable, ça sonne pareil. Donc la naissance coupable et naître, le verbe être un coupable, ça sonne pareil. Ne suis-je l'enfant que de cette culpabilité, de cette nuit qui ne verra jamais le jour? Suis-je une enfant du hasard, l'enfant d'un ordre, l'enfant d'une pulsion? Ai-je été conçu dans le silence, sous la menace, dans le noir d'un uniforme nazi, après un dernier verre de trop? Ou, contraint, mes parents se sont-ils limités à s'aimer les yeux fermés? Mon père s'est-il borné à tirer son coup avant de retourner aussi sec sur le front en tirer d'autres? Des SS se vantent d'avoir enfanté 10 ou 15 enfants à rien. Suis-je la fille d'un de ces serial d'honneur? Qui est mon père? Être considéré comme la fille d'Hitler, c'est comme avoir été violé par un impuissant. Un viol sans trace. Un viol par procuration, puisque Hitler voulait tout, sauf se reproduire. Un viol commis non pas
non par un de ces hommes de main, mais par un de ces hommes de sexe, un SS sexe au pluriel, un homme qu'il rêve d'être, sur lequel il a le droit de vie et de mort, la vie dont je vais résulter, la mort vers laquelle il va l'envoyer. En évitant d'avoir un enfant qui révélerait ses tares, Hitler se multiplie à l'infini via ses régiments d'Ariens triés sur le volet qui occulteront la supercherie. Avec le Lebensborn programme, Hitler projetait de tirer sa puissance de son impuissance. Je suis né de cette inversion. J'aurais préféré qu'on me mente, qu'on me dise, comme on l'a dit à d'autres enfants à Lebensborn, que mes parents étaient des partisans tués par les nazis. On m'a menti sur tout. Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité. On m'a menti sur tout, sauf sur la seule chose à propos de laquelle j'aurais bien aimé que l'on me mente. Je sais. Je ne suis pas la seule à devoir assumer le brassard noir à croix gammée de mon père. Je ne suis pas la seule à devoir me débrouiller avec ça. Mais je suis la seule, avec les autres enfants Lebensborn, à en être l'expression la plus criante. D'où mon cri, toujours inaudible. Mon cri de n'être réduite qu'à mon géniteur, dont j'ignore tout puisqu'il m'a abandonné. Je suis livré à l'omniabsence de ce déserteur. Je suis non seulement fille de l'Allemagne, mais je suis fille de Berlin. Comme Berlin, je suis une ville débris, une ville dont on a bombardé la mémoire, une ville dont on a rasé l'histoire. Je suis une ruine, je respire la poussière. C'est difficile de se construire ce dégravat. Je cite. Nous sommes arrivés dans un endroit qui puait la mort, l'odeur de la mort. Germaine Tillon parle de Ravensbrück. Dans un film, avant l'oubli, la résistante était NN, Nacht and Nebel, nuit et brouillard. Les déportés dont nul ne devait savoir ce qu'ils étaient devenus. Le secret de mort pour eux, le secret de vie pour nous. Ça pue, une odeur, mais pas de mots pour sentir. Saint-Prin parle de mémoire charnelle, je cite. Un jour prochain, pourtant, personne n'aura plus le souvenir réel de cette odeur. Ce ne sera plus qu'une phrase, une référence littéraire, une idée d'odeur. Inodore donc. Fin de citation. Il parle de l'odeur de Bunchwald. Le Serrien en rajoute une couche, je cite. Je crois qu'il est plus honnête de vous prévenir. Je ne vais pas vous montrer Bunchwald, pas entièrement. Personne n'a jamais pu le faire. Fin de citation. Nacht and Nebel, de l'allemand Beinacht and Nebel, à la faveur de la nuit, ou du latin Nomen Netio, je ne connais pas le nom. Encore et toujours Himmler. Je cite. Notre Führer est d'avis qu'une condamnation au pénitencier ou aux travaux forcés à vie envoie un message de faiblesse. La seule force de dissuasion possible est soit la peine de mort, soit une mesure qui laissera la famille et le reste de la population dans l'incertitude quant au sort réservé aux criminels. Fin de citation. Le maréchal Kettel signe le décret Nacht and Nebel le 7 décembre 1941. Je cite. Les prisonniers disparaîtront sans laisser de traces. Fin de citation. Il suffit de changer prisonnier par parent. Et ça s'applique à nous. Ça ne m'aide toujours pas à comprendre pourquoi le même brouillard et la même nuit devaient entourer notre existence. Je cite. De quoi avez-vous le plus souffert pendant cet enfermement à Ravensbrück ? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour une intellectuelle comme vous ? Germaine Tillon répond, je cite. Pour moi, une seule chose est dure, c'est de perdre quelqu'un. Rappelez-vous ça. Tout le reste s'oublie. Et quand on perd quelqu'un qu'on aime, ça, de toute sa vie, on ne l'oublie pas. Et ça s'est produit à Ravensbrück ? Oui, ma mère a été assassinée à Ravensbrück, et ça, je ne l'oublierai jamais. Fin de citation. Ma mère a du mal été, me regarder dans ses bras, m'aimer peut-être, mais on l'a effacée. Des registres brûlés, de ma mémoire cramée, j'ai perdu ma mémoire charnelle. Arrachée dans un Lebensborn, elle m'a été assassinée, et ça, je ne l'oublierai jamais. Je marque juste un temps de pause, je fais une insertion. J'ai eu 20 ans à Ravensbrück est un excellent livre aussi sur justement une fille qui est déportée, séparée de sa mère et qui va la retrouver donc au camp Ravensbrück et vont communiquer, on va dire comme dans des cellules. Ils sont enfermés, ils sont plusieurs, il n'y a rien, il n'y a pas de confort, etc. Et je crois que c'est en tapant sur le mur, un peu comme du code Morse, elles vont commencer à communiquer entre elles et tout. C'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment de ça, mais qui m'avait fortement marqué, hein, par l'histoire, par l'émotion qui se situe dedans. Et là, dans la race des orphelins, c'est-à-dire que c'est épuré. Si vous l'avez en main, le livre, ou que vous procurez d'une autre façon, vous verrez les pages ne sont pas complètes.
elles sont vraiment... C'est pour ça que vous m'entendez souvent tourner les pages. Vous voyez, on est déjà à la 124e. Mais je pense que c'est l'un des meilleurs livres dans sa présentation. Il n'y a pas de surplus, il y a vraiment les mots justes qui ramènent à l'histoire, qui parlent, donc là, comme on le voit, de ce Lebensborn Programme, de ce côté un peu eugénique, aussi de la sensation de culpabilité et de bien d'autres choses encore que portent ces enfants nommés orphelins, puisqu'arrachés à leur famille ou créés quelque part, puisqu'ils sont le produit de quelque chose, si je puis dire, d'artificiel, de rapport, on le voit, jusqu'à une sélection des femmes, voire de l'abus de jeunes filles. Tout ça reste en plus marqué dans l'épigénétique. Et on retrouve un même modèle, je ne sais pas si ça vous a marqué, quand j'ai parlé de la Pologne, de l'Ukraine notamment, de ces enfants arrachés. Et moi, de mon côté, j'ai fait des petits docs, on va dire, en récupérant des faits journalistiques qui sont vérifiables. Et on voit qu'il y a des gens qui tentent d'organiser depuis les pays de l'Est des réseaux pédocriminels. Et je me demande, n'y a-t-il pas un Lebensborn Programme quelque part encore en Europe ? Puisque en soi, on a beau vivre en Europe, on ne sait jamais, on ne connaît pas toutes les contrées, et il peut y avoir des endroits sur des propriétés privées où il se déroule certaines choses. Et ceux qui me rétorqueront que c'est que de l'imaginaire, je suis désolé, mais par exemple, aux États-Unis, on avait, avec le Mexique, Jeffrey Epstein, qui travaillait pareil sur ces programmes eugéniques, entouré de riches donateurs, et qui avait notamment le Zorro Ranch, où il voulait comme ça avoir une lignée de mères porteuses qui porterait sa propre progéniture, puisqu'il était soi-disant la gloire de l'humanité. Donc, je me pose la question si les eugénistes et scientistes, et ça on va dire c'est la continuité des enquêtes à mon niveau, encore une fois j'ai beaucoup à apprendre, à découvrir dans le monde, mais déjà rien que par les lectures, par les articles que je consulte, j'essaye d'y mettre un ordre, et là vous voyez sur le Lebensborn Programme, je vais essayer de creuser plus pour ouvrir le sujet de façon plus intense dans le livre, en tout cas la réédition de Nom de Code Nouvel Ordre Mondial, donc dans La guerre ouverte contre les peuples. Je vais lire encore peut-être une vingtaine de pages à peu près. Donc il en restera, vous voyez, il y a jusqu'à 260 pages. Donc il vous reste déjà plus de la moitié à découvrir. Peut-être que je peux faire un épisode 3 si vous êtes intéressé. Et je vous laisserai quand même une fin à découvrir. Je pense même que, vous savez quoi, on a une demi-heure. C'est un très bon format. Je vais conclure là. Si vous êtes intéressé pour la suite, vous me le mettez en commentaire. Si vous avez des réflexions qui vous sont parvenues ou des émotions, peu importe, et que vous souhaitez les partager, vous le pouvez. Moi, de mon côté, je vous avoue que ça, c'est des lectures qui peuvent impacter un peu et qui font grandement réfléchir sur la société et aussi sur nos comportements. Puisque quand on veut défendre une identité, qu'est-ce que l'on a à défendre ? Et sommes-nous légitimes à défendre, si je puis dire, une sorte de qualité, pas forcément de race, mais en tout cas d'être humain lié à une civilisation, par exemple, occidentale ? Donc à protéger toute une coutume, une culture, plus derrière quand même ce qui se ramène à certains phénotypes, génotypes ? Ou est-ce qu'en voulant défendre quelque part ce qui est de notre identité biologique, etc., nous en arrivons peut-être à légitimer des dérives ? Où plaçons-nous le cursus ? Je pense de mon côté que je vous ferai une vidéo sur ce sujet et je vous expliquerai ma pensée de façon creusée et approfondie par ce qu'il faut. En plus, hop, j'ai quelqu'un qui me contacte. Donc voilà, je vais laisser sur ça, mais je referai une vidéo sur le sujet. Je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. La vérité est notre avenir, les valeurs s'ancrées et la victoire nous est assurée. À bientôt.